bonjour à tous. Je vous propose donc qu'on commence officiellement, même si tous les inscrits ne se sont pas encore connectés. Comme le planning est un peu court, on va commencer le webinaire. Voilà. Déjà, on vous remercie de vous être inscrits, de participer à ce webinaire donc, qui a vocation de vous parler un petit peu de la teigne. Alors, d'un point de vue fonctionnalité, vous n'avez pas accès ni au micro ni à la caméra, bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'inscrits. Donc, si vous avez des questions à poser, vous avez un petit onglet en bas de votre affichage où vous avez un élément qui s'appelle Q et R. C'est l'endroit où vous pourrez poser des questions. Et dans la mesure du possible, mes collègues et moi allons reprendre toutes les questions ou les résumer ou les regrouper et nous poserons les questions aux principaux intervenants, à savoir Caroline Goutines, qui a eu en charge la gestion de l'observatoire justement des dégâts de teigne sur les différents départements français, et un intervenant extérieur, M. Armango, de la société Sumitomo Chemical, qui va nous parler des BT et de leur efficacité et de leur mode d'utilisation. Voilà, Caroline, je pense que tu peux lancer la présentation. Donc, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran, la présentation? Oui, on t'entend et oui, on voit la présentation, mais il faudrait que tu la mettes en plein écran, Caroline. D'accord. Alors, voilà, ça ne marchait pas. Voilà. Allez, allons-y. Première vignette. Donc, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Donc, je ne me suis pas présenté peut-être. Monsieur Balajas, responsable du pôle agronomie à France Olive. Donc, je vais juste vous donner quelques éléments de contexte. Et après, je passerai la parole à ma collègue Caroline, voilà, qui vous fera une petite présentation de l'observatoire qui a été mis en place. Et comme je vous l'ai dit en introduction, ensuite, nous aurons M. Armango qui nous parlera un peu Bacillus thuringiensis. Alors, les éléments de contexte, tout d'abord, ces dernières années, on a observé une augmentation des dégâts de la teigne à la récolte globalement depuis 2019. Ça, c'est bien évidemment nous qui l'avons fait sur les parcelles qu'on suit, mais également l'ensemble des techniciens du réseau du bulletin de santé du végétal. D'autre part, on a constaté une diversité de situations observées dans les vergers, avec parfois des observations de dégâts sur feuilles, donc la génération phylloflage, sur fleurs, mais pas forcément de dégâts à la récolte, et parfois des conditions totalement inverses, avec peu de dégâts observés sur feuilles et parfois beaucoup de dégâts importants à la récolte. Et également des efficacités contrastées des traitements BT. Donc ça, c'est souvent le retour des producteurs qui nous disaient j'ai eu beaucoup de dégâts et pourtant j'ai fait des traitements BT. Donc il y avait des vraies questions sur l'efficacité de ces traitements. Et c'est pour ça qu'on a demandé à M. Armango de nous faire un petit point de situation sur l'utilisation de ces BT. Donc, pour répondre un peu à cette problématique grandissante de la teigne, tout d'abord, nous avons mis en place une recherche bibliographique, bien évidemment, pour refaire un petit point sur le cycle biologique de la teigne, sur les prédateurs et parasitoïdes, sur les méthodes de lutte. Tout ça a donné lieu à un article dans le Nouvel Olivier, on va vous en parler. Ensuite, depuis cette année, on a mis en place, en lien avec les techniciens, et là c'est Caroline qui va vous faire un petit état des lieux de la situation, donc on a mis en place un réseau d'observation de la teigne et des différentes générations. Et du coup, on a invité M. Armango pour faire un petit point, un petit rappel en tous les cas sur l'utilisation des produits de traitement et notamment le Bacillus thuringiensis. Caroline, c'est à toi. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques éléments de biologie de la teigne de l'olivier. Alors, voilà. Donc, la teigne de l'olivier, c'est un petit lépidoptère de la famille des Praeididés qui a pour plante hôte l'olivier et quelques autres oléacées comme le filaire à feuilles étroites, donc ici, et le troène qu'on peut trouver dans de nombreuses haies.
Concernant les dégâts de teigne, souvent ils peuvent être confondus avec les symptômes et les dégâts de la pyrale du jasmin, qui est un lépidoptère blanc et qui, sur feuille, peut peut avoir des symptômes comme ceci, c'est-à-dire que la face inférieure des feuilles peut être grignotée et la chenille peut également faire des trous sur les feuilles. Les dégâts peuvent être aussi confondus avec les symptômes de psylle, c'est-à-dire ce coton blanc qu'on retrouve sur les rameaux et des fois sur les inflorescences des oliviers. Mais le psylle, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que pas trop d'inquiétude à avoir parce que c'est un ravageur qui n'est pas qui est secondaire et qui n'impacte pas ou très peu les oliviers. Donc, il y a 3 générations sur l'année pour la teigne de l'olivier. Il y a la génération sur feuilles, dite génération philophage, la génération sur fleurs inflorescence, qui est appelée la génération anthophage, et la génération sur fruits, la génération carpophage, donc qui consomme du fruit. Alors, ces 3 générations se succèdent, c'est-à-dire que les adultes de la génération philophage qui se développe sur feuilles au printemps vont donner la génération anthophage qui se développe sur les inflorescences et sur les fleurs et les petits fruits. Les adultes de cette génération en été vont pondre sur les fruits et donner la génération carpophage. Et donc, à l'automne, les adultes de la génération carpophage vont pondre sur feuilles et donner la génération philophage dont les adultes vont émerger au printemps suivant. Et la boucle se répète. Alors, pour chacune des 3 générations, il y a 4 stades de développement qui se succèdent. Alors, la chenille, qui va ensuite nymphoser, c'est-à-dire qui va former un adulte, donc un papillon adulte. Le papillon adulte va pondre, donc va passer au stade œuf, et ensuite la chenille va se développer. Là, entre autres, c'est une chenille qui sort de l'olive après avoir grignoté l'amandon. Alors, quels sont les symptômes et dégâts occasionnés par la teigne? La génération philophage va se développer sur feuilles. Donc, sur feuilles, on aperçoit des galeries et des mines, donc qui ne pénalisent pas directement l'olivier. Et on peut aussi avoir des larves qui grignotent les bourgeons terminaux, éventuellement. Alors, ensuite, pour la génération sur fleurs, anthophage, la chenille consomme en fait les boutons floraux et les fleurs et donc induit des dégâts sur inflorescence et indirectement peut induire des dégâts à la récolte. Ensuite, pour la génération sur fruits, les chenilles vont pénétrer au niveau du pédoncule de l'olive et aller dévorer l'amandon de l'olive, ce qui entraîne une chute prématurée des fruits et ce qui peut avoir des conséquences non négligeables à la récolte, enfin de perte de récolte. Alors, actuellement, nous disposons d'un indicateur du seuil de nuisibilité des teignes défini par le réseau de surveillance biologique du territoire. Cet indicateur, en fait, c'est le comptage des galeries de larves de teigne de la génération philophage, donc qu'on aperçoit sur feuilles en mars, oui, à partir de la sortie d'hiver. Alors attention, les symptômes qui peuvent être comptabilisés, c'est les galeries qui sont circulaires. Et là, vous voyez sur les photos qu'on peut voir, on peut deviner la larve qui est en train de se développer dans cette galerie et ses excréments, et ou ses excréments. Alors, les symptômes qui ne sont pas comptabilisables, c'est ces galeries plutôt filiformes. Donc là, ce n'est pas des galeries de développement des larves de teigne. Donc, à partir de 10-15% de feuilles minées, parce qu'on appelle ça des mines sur feuilles, il peut y avoir un risque de nuisibilité. Alors, maintenant, je vais vous parler des facteurs de régulation des populations de teigne. Tout d'abord, il y a la prédation par les ennemis naturels ou les auxiliaires de culture, c'est-à-dire des insectes bénéfiques, des insectes arthropodes bénéfiques.
il y a les chrysopes. Donc, je vous ai mis une photo d'un chrysope adulte et c'est la larve qui va consommer les œufs au printemps à l'été. Les coccinelles et les fourmis sont également capables de prédater la teigne. Les araignées, elles, peuvent manger tous les stades de teigne toute l'année. Certaines punaises également peuvent manger des œufs. Et enfin, il y a les micro-hyménoptères qu'on appelle parasitoïdes. Ce sont des mini-guêpes, parfois non visibles à l'œil nu, qui en fait vont pondre soit dans les larves, les œufs ou les chrysalides de la teigne, et il va se développer au détriment de l'hôte, et ainsi tuer l'hôte. Donc c'est un facteur non négligeable parce que selon des études, on peut trouver un taux de prédation des œufs sur fruits allant jusqu'à 81% et un taux de parasitisme par les micro-hyménoptères des œufs et des larves sur fruits jusqu'à 78%. Alors maintenant, quels sont les moyens de lutte qu'on dispose contre la teigne de l'eau? Alors, excusez-moi, j'ai oublié un autre facteur de régulation des populations de teigne, c'est bien sûr les conditions climatiques. C'est-à-dire que lors de périodes de forte chaleur, cela peut induire une mortalité des œufs. Et inversement, lors des périodes de froid, cela peut gêner au développement, notamment de la génération sur feuilles en hiver. Donc voilà, quels sont les moyens de lutte dont on dispose? Tout d'abord, c'est important de limiter la destruction des auxiliaires de culture naturelle parce qu'eux aussi peuvent être sensibles aux insecticides. Il y a le Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie qui produit une toxine. Donc, c'est un insecticide de biocontrôle. Il est autorisé à partir de la floraison ou entre le stade petit fruit jusqu'à la maturation des fruits. Et en fonction des spécialités commerciales, il y a entre 2 et 6 applications par an autorisées. Donc, si vous voulez plus d'infos sur les matières actives autorisées et les spécialités commerciales contre la teigne, vous pouvez consulter les cahiers de l'oléiculteur. Donc, il y a une version sans certificat et une version avec certificat. Pour les détenteurs du certificat, vous aurez la liste des produits et plus d'informations. Il y a aussi des pistes qui sont encore au stade de recherche et expérimentation, notamment la confusion sexuelle. D'ailleurs, France Olive a un essai en cours de confusion sexuelle contre la teigne. Donc, c'est l'émission de phéromones pour désorienter les mâles et limiter l'accouplement. Et également l'éthylène par pulvérisation ou diffusion, qui est une hormone végétale naturellement émise par les arbres qui pourrait limiter la ponte des teignes sur les fruits. Alors, donc voilà une présentation un peu synthétique sur la teigne de l'olivier. Si vous voulez davantage d'informations, je vous invite, si vous ne l'êtes pas déjà, à vous abonner au Nouvel Olivier. Donc, il y a 2 bulletins bibliographiques réalisés par Cécile Cambe sur la teigne de l'olivier. Le premier sur les facteurs de régulation des populations de teigne. Donc, dans le numéro 127, c'est le dernier numéro. Et dans le numéro qui est à paraître, le numéro 128, il y a un article sur les solutions pour lutter contre la teigne en préservant ses ennemis naturels. Donc maintenant, après cette présentation, je vais vous parler de l'action mise en place par France Olive. C'est la mise en place, en collaboration avec les techniciens oléicoles, d'un réseau de parcelles observatoires de la teigne et de ses dégâts. Caroline, Oui, tu m'entends? Avant que tu ailles trop dans le réseau d'observation, oui, on va faire juste une petite pause et en fait, il y a juste une petite question par rapport justement à ce facteur régulation. d'accord. Il y a un participant qui posait une question quant à la régulation possible par les oiseaux et les chauves-souris. Est-ce que tu peux nous Alors, apporter des réponses par rapport à ça? Est-ce que ça fait partie des éléments de biblio? Est-ce oui. qu'effectivement, il a été démontré une action potentielle de ces prédateurs sur la régulation des teignes? Alors, sur les oiseaux, je n'ai pas trop d'éléments. Par contre, il est clair que les chauves-souris ont
grosse activité de consommation d'insectes, dont de petits insectes volants. Donc, là aussi, ils font partie des auxiliaires contre l'Athènes de l'olivier. Par contre, si vous voulez des chiffres sur les taux de prédation de chauves-souris et éventuellement des oiseaux, là, tout de suite, je n'ai pas l'information, mais vous pouvez revenir vers nous. Mais très globalement, de toute façon, favoriser la biodiversité dans les vergers est toujours un facteur de régulation des ravageurs, y compris de la teigne et d'autres ravageurs. Donc, bien évidemment, favoriser la biodiversité dans tous les sens du terme est forcément bénéfique pour permettre une meilleure régulation des ravageurs. Voilà, je te laisse continuer puisqu'il n'y a pas, sur cette première partie, je n'ai pas d'autres questions. Ah si, on a une autre question. Est-ce que les fortes chaleurs actuelles détruisent la teigne? Alors, si vous voulez, pour répondre à cette question, pour avoir des éléments solides, scientifiques, il faut qu'on regarde, qu'on mette en parallèle les températures et éventuellement les captures de teigne. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de mesurer. Théoriquement, oui, ça peut avoir un impact sur la teigne. Après, dans la bibliographie, les études en fait étudient la mortalité des œufs sur les petits fruits. Donc, on n'est pas encore à ce stade-là. Donc, des éléments sur les fortes chaleurs à ce moment de l'année, assez tôt. Donc là, je ne peux pas répondre. Ouais, pour t'aider un peu, globalement, effectivement, on sait que les conditions climatiques peuvent avoir des impacts sur les populations de teignes. Après, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment fait de recherche sur exactement les conditions qui peuvent avoir des impacts sur la mortalité. On sait que les fortes températures peuvent avoir des impacts sur la mortalité des œufs, au même titre que les faibles températures peuvent avoir des impacts sur la génération philophage, sur les larves qui se développent dans les feuilles. Après, on n'a pas de seuil de température aujourd'hui. Mais bien évidemment, ce sont des éléments qu'on va travailler, qu'on va rechercher dans la bibliographie pour savoir effectivement est-ce qu'il y a des seuils et est-ce qu'on peut prendre en compte ces seuils dans les conseils qui peuvent être faits au niveau de stratégie de protection. Je finis sur une autre question. Il y a plein de questions qui concernent des traitements, mais on en parlera un petit peu après, puisque voilà, il y a des gens qui nous parlent déjà de BT, mais on en viendra un petit peu plus tard au BT, notamment avec l'intervention de M. Armango. Et après, il y a une question également sur l'impact des précipitations. Et là, bon, je réponds pour toi, Caroline, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments précis quant à l'impact de conditions climatiques particulières, notamment précipitations. Voilà, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, des fortes températures ou des faibles températures peuvent avoir des impacts sur les populations. Et c'est parfois ce qui peut expliquer les différences entre je vois beaucoup de dégâts sur feuilles et finalement, je n'ai pas de dégâts à la récolte. C'est aussi parce qu'il y a ces éléments de contexte, notamment l'activité des prédateurs et des parasitoïdes, mais également le contexte climatique qui peut avoir une incidence sur les populations présentes dans le verger. Voilà. Je regarde un peu. Voilà, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant sur cette première partie de présentation. Et je te laisse continuer, Caroline, sur la partie observatoire et les premiers résultats. Alors, France Olive a mis en place, en collaboration avec les techniciens, un réseau de parcelles observatoires de la teigne et de ses dégâts. Alors, voici une carte qui présente environ la vingtaine de parcelles observatoires du réseau. Donc, les parcelles qui sont réparties sur quasiment toute la zone oléicole, donc le pourtour méditerranéen. Il y a aussi une parcelle en Corse, donc je ne l'ai pas mis sur la carte, mais on a un point d'observation en Corse. Donc voici les logos de tous les partenaires qui sont les conseillers et techniciens oléicoles de la zone. C'est un projet qui est financé en partie par des fonds européens et France Agrimaire. Alors, l'objectif de ce réseau, c'était de suivre la dynamique des teignes et leurs dégâts sur plusieurs parcelles afin d'identifier des indicateurs de risque
de risque potentiel à la récolte et d'intervention. Donc pour cela, on a défini en collaboration avec les techniciens oléicoles des protocoles communs d'observation. Ces techniciens oléicoles donc, ont réalisé les observations. Ces observations sont saisies sur une plateforme développée par France Olive qui est Gestolive, donc qui permet de mutualiser les observations. Et ensuite, nous les avons analysées, donc, suivant notre problématique et les hypothèses que nous nous posons. Et in fine, c'est pour publier des résultats dont aujourd'hui je vous présente les résultats de 2021 qui sont des résultats préliminaires. Alors, quel est le protocole d'observation? Déjà, il y a un suivi de la dynamique de vol de teigne grâce à des pièges delta, des pièges à phéromones. Donc, d'avril à juillet, ces pièges sont relevés une fois par semaine environ, ce qui nous permet de voir le nombre de captures par semaine et par jour d'avril à juillet. Ensuite, les dégâts, enfin les symptômes et les dégâts pour chaque génération de teigne sont observés. Il y a 2 comptages par mois sur feuilles, alors en mars, avril, et sur inflorescence en mai-juin. Et ensuite, il y a 2 observations de chute de fruits causées par la teigne avant récolte. Là, vous voyez une chenille de teigne sur fleur. Alors, ces données sont saisies sur Gestolive, qui a développé France Olive. Donc, les techniciens saisissent les observations. Toutes les observations sont mutualisées et ils peuvent aussi avoir des graphiques bilans de synthèse de leur observation. Par exemple, pour une parcelle dans l'Hérault, on a la courbe en noir des captures de teigne. Derrière, ce sont les pourcentages de dégâts sur inflorescence. Et là, c'est le nombre d'arbres par classe de chute, chute due à la teigne avant récolte. Alors, je vais vous parler un petit peu, je vais faire une parenthèse sur Gestolive. Sur Gestolive, donc, vous pouvez y accéder via Google. Vous pouvez visualiser les cartes de piégeage de la mouche, de l'olive et de la teigne. Et cela sans avoir forcément de compte. Donc voilà, par exemple, voici la carte de piégeage de la teigne de mars à juillet 2021. Alors, revenons à notre réseau d'observation. La question qu'on se pose, c'est quels peuvent être les indicateurs du risque de dégâts potentiels à la récolte. Donc, on suit le vol des adultes, on suit les symptômes sur feuilles et les dégâts sur fleurs inflorescence et les chutes de fruits avant récolte. Donc, la méthode, ça a été d'étudier les corrélations ou les liens entre les symptômes sur feuilles, ce que je vous présentais précédemment, et les dégâts sur inflorescence. Ensuite, étudier les symptômes sur feuilles et les chutes de fruits avant récolte dues à la teigne, les dégâts sur inflorescence et les chutes de fruits, et également les vols de teigne et les chutes de fruits ou dégâts à la récolte. Alors, voici un premier résultat brut du réseau, c'est-à-dire que là, j'ai représenté pour chacune des parcelles dont j'ai mentionné le département, la plage de vol des teignes. Alors, la plage de vol est en jaune, la plage de pic de vol est en rose et le jour de capture maximale est en rose foncé là. Donc, la durée de vol, c'est du moment où on capture une teigne jusqu'à ce qu'on n'en capture plus. Et la durée du pic, c'est la durée de la période de capture où on a significativement une augmentation de teigne. Donc, je voulais représenter un peu sur ce graphique-là. Alors, maintenant, revenons
à nos hypothèses et du coup à l'étude de corrélation possible entre nos variables mesurées, en fait. Donc là, on a étudié la corrélation entre les symptômes sur feuille et les dégâts sur inflorescence. Là, alors en vert, on a les symptômes sur feuille et en bleu, les dégâts sur inflorescence. Alors parfois, pour certains parcelles dans certains départements, quand on a beaucoup de symptômes sur feuille, on a beaucoup de dégâts sur inflorescence. D'ailleurs, là, on a 76% d'inflorescence attaquée. Et pour d'autres départements, on a à la fois de faibles symptômes sur feuille et de faibles dégâts sur inflorescence. Et pour d'autres parcelles, on a un écart entre les dégâts sur feuille et les dégâts inflorescence. Alors, est-ce que cela est corrélé? Oui. Statistiquement, on a une corrélation positive, significative, entre le pourcentage d'inflorescence attaquée et le pourcentage de rameaux présentant des symptômes de teigne. Donc, alors, visuellement, cette corrélation n'est pas évidente, mais elle ressort statistiquement. Et ça, c'est des résultats avec notre jeu de données sur 2021. Donc, c'est à vérifier en 2022. Donc, plus il y a de dégâts symptômes sur feuille, plus il y a de dégâts sur inflorescence. Ensuite, on regarde les symptômes sur feuille et les chutes de fruits à la récolte. Alors, là, avec notre jeu de données en 2021, on ne voit pas de corrélation évidente. Je vais vous expliquer un peu ce graphique. En fait, c'est des boîtes à moustaches. Ça représente la variabilité des données ou la répartition des données pour chaque classe de chute. Donc là, en abscisse, on a les classes de chute et en ordonnée, on a les dégâts, les symptômes sur feuille, les pourcentages de symptômes sur feuille. Et là, le trait au milieu des boîtes à moustaches, c'est la valeur médiane, c'est-à-dire c'est la valeur où 50% des données sont. Donc, si on avait une corrélation positive, on verrait une augmentation des médianes en fonction qu'on augmente les dégâts feuilles et les pourcentages de chute. Donc là, on voit bien que ça ne fait pas une oblique. Donc, il n'y a pas visuellement, en tout cas graphiquement, il n'y a pas de corrélation évidente. Alors maintenant, je vous ai représenté les dégâts maximum sur inflorescence en fonction des variétés. Alors, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on ne peut pas établir de sensibilité variétale à la teigne, parce que par exemple, pour certaines variétés, comme la grossane ou la luc, on n'a qu'une seule parcelle, c'est-à-dire qu'une parcelle d'observation. Donc, il nous faudrait des répétitions de variétés pour pouvoir établir de façon solide et rigoureuse des sensibilités variétales. Donc là, vous avez les pourcentages de dégâts sur inflorescence et les variétés. Alors maintenant, on regarde la corrélation entre les dégâts sur inflorescence et les chutes de fruits. Statistiquement, on n'a pas de corrélation positive significative, mais visuellement, donc là aussi ce sont des boîtes à moustaches, on voit quand même une tendance à une corrélation positive. Donc en 2021, ça n'a pas pu être vérifié, mais ça sera regardé en 2022. Donc plus il y a de dégâts sur inflorescence, plus il y a de chutes de fruits. Ce n'est pas évident cette année, mais peut-être ça le sera en 2022, c'est à voir. Alors, une petite slide qui fait peur à première vue, mais pour expliquer en fait la chute des fruits dus à la teigne avec toutes les variables explicatives dont on dispose, j'ai fait de la modélisation qui reste simple pour voir quelles étaient les variables qui expliquaient le mieux la chute des fruits, donc avec les données de 2021. Et ce qui ressort, c'est que la chute des fruits est liée à la durée du pic de vol d'avril à juillet et est liée au nombre de traitements.
C'est-à-dire que plus le pic de vol d'avril à juillet sera long, plus il y a de chutes d'olives dues à la teigne. Et ça veut dire aussi que globalement, les traitements, quand il y a eu des traitements BT, les parcelles ont eu moins de chutes à cause de la teigne que les parcelles non traitées. Alors oui, il faut faire attention avec ce résultat parce que c'est une tendance, c'est à confirmer sur plusieurs années. Et ce modèle n'est pas totalement satisfaisant pour nous parce que l'objectif, c'est de développer un indicateur prédictif des chutes de fruits causées par la teigne avant récolte, donc ce qui pénalise vraiment la récolte, et avoir des indicateurs aussi de traitement. Et donc, la durée du pic de vol peut s'étendre d'avril jusqu'à juillet. Et sauf qu'en juillet, souvent, par rapport à la période autorisée des traitements, c'est un peu tard. Donc, ça nous arrangerait d'avoir un indicateur qui puisse être mesuré avant pour positionner en fonction des traitements. Oui, donc je vous parlais que globalement, les traitements avaient permis de diminuer les chutes de fruits à cause de la teigne. Donc, en bas, voilà, sur les parcelles d'observation, celles qui ont été non traitées contre la teigne, donc celles-là, on a des pourcentages de chute. Donc là, les pourcentages de chute moyens, ils sont à 12,5%, donc ce qui n'est pas négligeable. Ces pourcentages sont plus élevés que pour les parcelles qui ont bénéficié d'au moins un traitement OPT. Mais là aussi, on a les données que sur 2021. Il faut étudier aussi les données sur plusieurs années pour avoir un jeu de données et des résultats plus solides. En conclusion, donc je vais vous résumer ce qu'on vient de voir ensemble. On a eu une corrélation positive entre les dégâts sur feuilles et sur inflorescence. Et les chutes de fruits causées par la teigne, donc à la période de récolte, tendent à être corrélées positivement avec les durées du pic de vol d'avril à juillet. Donc, les perspectives pour 2022, c'est confirmer l'indicateur prédictif des dégâts à la récolte que peut être la durée du pic de vol et éventuellement en trouver d'autres, des meilleurs, par exemple. Et ça sera aussi de valider ou non l'indicateur actuel de nuisibilité dont on dispose, qui est le pourcentage de mine sur feuille. Alors, je vous remercie de votre attention et si vous voulez plus d'informations sur ce que je viens de présenter, vous pouvez nous contacter à ces adresses mail. Merci Caroline. Voilà, donc du coup, comme vous l'a bien expliqué Caroline, hein, on est vraiment sur des résultats préliminaires, hein, on n'a même pas un an entier de recul. Voilà, donc c'est bien évidemment un réseau d'observation qu'on maintient en 2022 et qu'on maintiendra certainement les années suivantes. Voilà, alors en ce qui concerne les questions, il y a beaucoup de questions sur plutôt les applications BT, leur efficacité. Voilà, j'ai quand même une question qui concerne le chevauchement des générations. Est-ce que Caroline, tu as des éléments à nous apporter sur, voilà, parce que j'ai eu des questions par exemple sur pourquoi un piégeage en avril alors que l'on est au stade chenille et des questions sur les trois générations se chevaucheraient-elles, durée du pic de vol en tauphage. Voilà, il y a certaines questions là-dessus. Alors, j'imagine que tu n'as pas aujourd'hui toutes les réponses, mais est-ce que tu as quelques éléments à apporter là-dessus ou pas dans les observations des techniciens que tu as travaillé, observé, détaillé? Est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus ou est-ce que c'est encore trop préliminaire pour pouvoir répondre directement à ces remarques? Alors, c'est sûr que je n'ai pas tous les éléments et il est encore tôt pour répondre à cette question. Après, dans le travail bibliographique qui a été réalisé, il y a eu des exceptions qui confirment la règle sur le développement des teignes. Par exemple, il peut y avoir des teignes qui vont rester bloquées au stade sur feuille toute l'année ou plusieurs mois. Ensuite, est-ce que donc oui, il y a des exceptions. Une partie des générations
a priori pourraient se chevaucher. Et après, pour la réponse, les éléments empiriques dont on dispose, par exemple, pour certaines parcelles, on constatait des pics de capture distincts qui correspondaient à la génération philophage et à la génération anthophage et à la génération carpophage. Et sur d'autres parcelles, on constatait un pic pour 2 générations, un seul pic, c'est-à-dire que 2 pics n'étaient pas distinguables. Donc, effectivement, c'est une question intéressante à creuser. Voilà, clairement, hein, pour refaire un point là-dessus, aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments, hein. Voilà, comme Caroline l'a dit, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur un travail préliminaire, donc il faut attendre un peu de cumuler de la donnée. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Avec bien évidemment l'objectif aujourd'hui affiché, hein, c'était justement d'essayer de trouver des indicateurs qui nous permettent notamment de se dire est-ce que je suis dans une situation de risque et est-ce qu'il est vraiment très important que je mette en œuvre une méthode de lutte, donc BT ou autre, quand on aura avancé sur d'autres sujets. Voilà, parce que souvent, en fait, eh ben, quand on commence à avoir des dégâts, il est souvent trop tard pour agir, ou quand on commence à avoir trop de chenilles observées dans les inflorescences, il est souvent trop tard pour agir. Et c'est pour ça que je vous propose de passer à la présentation de M. Armango, donc qui est une société phyto. Alors attention, hein, j'attire votre attention sur le fait que on a invité une société phyto, on n'est pas là pour promouvoir un produit, hein, c'est ce que je disais à M. Armango au préalable de cette réunion, mais on est bien là pour vous expliquer un peu quel est le mode d'action du Bacillus thuringiensis, comment il doit être appliqué pour essayer au minimum d'optimiser son efficacité. Et voilà, c'est pour ça qu'on a demandé à une société d'intervenir, parce que ce sont elles qui connaissent le mieux le produit et qui ont le plus de retours d'expérience là-dessus. Et je pense que déjà, après sa présentation, il y aura beaucoup de questions qui ont été posées dans le webinaire, et sa présentation pourra y répondre, et puis on apportera d'autres éléments complémentaires. Monsieur Armango, je vous laisse la parole. Vous avez en bas un onglet qui est écrit « Partager ». Donc, il faut ouvrir votre présentation au préalable et vous la partager. Et comme ça, tout le monde pourra la voir. Est-ce que vous voyez ma présentation? Tout à fait. Ok. Bon, déjà, je vous remercie de m'avoir fait venir. Et comme l'a dit M. Balajas, je vais vous parler d'un produit BT, mais c'est un produit à titre d'exemple, un parmi d'autres. Mais j'ai besoin de m'appuyer sur un exemple et vous comprendrez au fur et à mesure de la présentation pourquoi je ne peux pas vous parler, je suis obligé à certains moments de me raccrocher à un produit spécifique. Donc, l'exemple que j'ai choisi, c'est le DIP-LDF, et donc je vais vous donner quelques informations générales pour son usage contre la teigne de l'olivier. Si j'arrive à changer de diapositive. Je vais passer rapidement pas rapidement, je vais relativement détailler son mode d'action, passer un peu plus vite sur l'efficacité et les aspects de respect de l'homme et de l'environnement qui sont importants, notamment pour les auxiliaires. Le mode d'action. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un BT? Un BT, c'est une bactérie qu'on retrouve un peu partout, qui est très très commune. Elle a plein d'espèces, plein de sous-espèces, enfin bref, elle est très abondante. C'est à la base une bactérie du sol, et comme elle est bactérie du sol, on va la retrouver dans l'eau. On la retrouve dans l'air parce que le sol, il y a des poussières, les poussières volent, et donc vous la retrouvez dans l'air. Et si on la retrouve dans l'air, on la retrouve sur le feuillage des végétaux. Voilà. C'est un grand groupe de bactéries dans lequel il y a de nombreuses sous-espèces, et au sein de chaque espèce, il y a plusieurs souches différentes. Et en fonction des sous-espèces et des souches, vous avez production de toxines, et ces toxines ont la particularité d'être produites sous forme de cristalline. Et elles produisent également des spores. Comme toute bactérie, elles produisent des spores qui sont une forme de conservation. Un cristal, qu'est-ce que c'est? Un cristal, c'est des milliers de protéines individuelles qui vont s'agréger et faire un cristal qui est
assez solide et assez résistant. Comment ça marche? Vous avez le mode d'action. Vous avez ces cristaux qui vont être, là, ils sont sur la surface de la feuille. La chenille, en arrivant, mange l'épiderme de la feuille, ingère le cristal et qui va rentrer dans son tube digestif. Cette étape dure à peu près 10 minutes. Et il y a un point clé dans cette histoire-là, qui est le pH, et qui est assez spécifique aux lépidoptères, c'est que le pH d'une chenille est supérieur à 9 ou égal à 9. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ce pH de 9 va dissoudre le cristal, et le cristal, en se dissolvant, va libérer les protéines qu'il contient, et ces protéines vont se fixer à la paroi de l'intestin, sur des récepteurs spécifiques, mais elles se fixent à la paroi de l'intestin. Ces protéines ont la capacité de venir perturber le fonctionnement de l'intestin, et en gros, la chenille, elle a des coliques, quoi. Et évidemment, dès que vous avez cette attaque de la paroi de l'intestin, la chenille ne se sent pas bien et il y a un arrêt très rapide de l'alimentation de la chenille. Et deuxième effet, les spores vont se développer, passer la paroi de l'intestin et vous avez une septicémie de la chenille. Donc la chenille meurt par deux voies. Une voie d'arrêt de prise de nourriture, elle meurt de faim, tout simplement. Et l'autre possibilité, c'est de mourir par septicémie, parce que la bactérie a envahi l'hémolymphe de l'insecte, provoqué une infection, et votre chenille meurt. Quand on regarde un petit peu ce mode d'action des BT par rapport au mode d'action des différents grands types d'insecticides, on voit quoi? Vous avez une partie des insecticides qui vont agir sur tout ce qui va être les signaux autour des muscles. Pour faire court, vous allez retrouver là-dedans les péritrénoïdes, les nicotinoïdes, etc. Vous avez tout un tas d'insecticides qui agissent dans la zone autour de tout ce qui va être musculaire. Vous avez des insecticides qui vont agir sur le système respiratoire. Vous avez des insecticides qui vont agir sur la croissance des insectes. Par exemple, phenoxycarbe, excusez-moi, il faut que je l'enlève puisqu'il est plus autorisé. Donc, le méthoxyphénoside et autres qui agissent sur la croissance de l'insecte en bloquant le passage au stade suivant. Et vous avez l'univers des Bacillus thuringiensis qui sont les seuls à agir sur l'intestin, sur l'intestin des chenilles. Pourquoi je fais cet aparté? Parce qu'on voit bien que c'est des sites d'action très différents. Et quand on parle de lutte insecticide, on parle tout de suite de possibilité de résistance. Donc, chaque fois que vous utilisez un BT, sachez que vous utilisez un insecticide qui ne peut pas, qui n'a pas, dans l'état actuel de nos connaissances, de résistance croisée avec quelque autre insecticide qui soit sur le marché. Donc là-dessus, pour la gestion des résistances, les Bacillus thuringiensis ont un site d'action très particulier et il n'existe pas à ce jour, à ma connaissance, de résistance croisée avec quelque autre insecticide que ce soit. Donc, quand on parle, ça va avoir, cet aspect-là sur le mode d'action va avoir deux impacts. Un premier impact sur l'action sélective des auxiliaires, des BT par rapport aux auxiliaires et aux mammifères. Et là, vous avez deux mécanismes de sélectivité. Un mécanisme de sélectivité qui est intrinsèque au cristal de la protéine, parce qu'il se trouve que le pH de l'intestin, des mammifères, de la plupart des insectes, etc., est proche de la neutralité. Donc, à aucun moment, le cristal de protéine ne se débobine et ne peut être toxique. Et vous avez un deuxième facteur de sélectivité, c'est la sélectivité de position. C'est que pour qu'il arrive dans l'intestin de l'insecte,
il faut absolument que l'insecte mange l'épiderme. Parce que notre insecticide est un insecticide, le Bacillus thuringiensis, c'est quelque chose qui reste en contact. En aucun cas, il ne pénètre à l'intérieur du végétal. Il reste à la surface. En plus, ce n'est pas du tout un insecticide qui a des propriétés systémiques, translaminaires ou de translocation. C'est vraiment un contact pur. L'endroit protégé, c'est l'endroit où l'insecticide est tombé, où le BT est tombé. Il n'y a aucun mouvement. Donc, dès que vous n'absorbez pas l'épiderme du végétal, vous ne serez pas affecté par le BT. C'est la raison pour laquelle n'utilisez pas de BT sur une génération philophage. Parce que comme la génération philophage fait des mines, à l'exception des chenilles qui mangent les bourgeons terminaux, toutes les chenilles qui sont dans les feuilles, eh ben, vous aurez une action extrêmement limitée sur ces chenilles-là. Donc, ne cherchez pas avec un BT à vous prémunir des stades qui mangent les feuilles. Ça ne marchera pas. Quand on parle des Bacillus thuringiensis au sens large, je vous ai dit, c'est une grande famille, des Bacillus thuringiensis. Il y a des sous-espèces. Ici, c'est Kurstaki dont on parle. Et il y a des souches différentes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on voit une souche, là, celle du DIPLDF, c'est la souche ABTS 351. Et qu'est-ce qui la caractérise? Elle est caractérisée par un spectre de différentes protéines cristallisées. Ici, vous en avez 4 différentes. Donc, ça vous fait un spectre. Et quand vous regardez d'autres BT, là j'en ai mis 2 autres à titre d'exemple, vous voyez le Thurex, il a majoritairement la protéine CRY1AC, et quand vous regardez le Xenthari, il a la CR1AB importante, et il a 3 autres protéines cristallisées. Et quand vous comparez les protéines de tout ce monde, vous apercevez que le dipel, il a encore des protéines différentes. Il en a une commune avec le Thurex, il en a des communes avec le Xenthari, et il en a des uniques à lui, rien qu'à lui. Et ça, c'est important, parce que en termes de gestion des résistances, toujours, si vous alternez des souches de BT différentes, bon, il faut regarder, il faut aller rentrer un peu dans le détail, mais quand vous rentrez un peu dans le détail, vous vous apercevez que par l'alternance des produits Bacillus thuringiensis, en alternant les souches, vous pouvez très bien commencer à introduire une gestion des résistances. Déjà. Et ensuite, si vous entrez en rotation avec d'autres modes d'action, comme je vous ai montré dans la première diapo des différents types d'actions, on peut très facilement gérer ces résistances. Je passe à l'efficacité du BT. Ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser le BT sur la génération entophage. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, quand on parle de génération entophage, on voit que la chenille est au stade où elle va manger le plus facile, la plus grosse quantité d'épiderme. Donc, c'est sur cette génération-là qu'on aura le plus d'efficacité. Quand on parle de la génération carpophage rentre rapidement dans le fruit et donc mange moins d'épiderme. Donc, on aura plus de mal à la contrôler avec un BT. Sur la génération entophage, on va avoir un très bon contrôle. À nous de bien couvrir toute la période où les chenilles sont susceptibles de manger de l'épiderme. Dès qu'elles font des mines dans les feuilles, ben, ça sera fichu. On peut l'utiliser contre la génération carpophage parce qu'il y a un moment où elle mange un peu d'épiderme avant de rentrer dans le fruit, mais là, on va avoir des efficacités un peu plus limitées. Pour vous donner à titre d'exemple, voilà un petit peu des efficacités que l'on observe. Alors, je précise que ce sont des efficacités qui sont faites dans des essais menés avec de très bonnes applications. On a bien ciblé les applications, on a fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et autre point important, dans ces essais-là,
on fait en sorte qu'on n'ait pas de réinfestation depuis l'extérieur. Donc, vous voyez on peut avoir d'extrêmement bonnes efficacités avec des BT. Et quand on s'adresse à la régénération carpophage, vous allez voir, c'est moins bon. Excusez-moi. C'est moins bon. Autre exemple qui vous montre que c'est moins bon, sur la régénération carpophage, on a des efficacités de l'ordre de 50%. Ici, on avait mis le diméthomate sur fruit. Pourquoi? Parce que le diméthomate, lui, il rentrait bien dans le fruit. Et on voit bien ce que je vous disais, que quand on est sur des générations qui mangent beaucoup d'épiderme, on arrive à avoir des efficacités de l'ordre de 80-90%. Quand on est sur des générations qui rentrent rapidement dans le fruit, notre efficacité est beaucoup plus limitée, elle est de l'ordre de 50 à 60%, simplement parce que les chenilles n'arrivent pas à manger suffisamment de BT pour toutes s'intoxiquer. Une donnée supplémentaire, quand on parle des auxiliaires, on a fait des comptages sur des parcelles traitées avec du dipel, du Bacillus thuringiensis, c'est la courbe en vert. Le bleu, c'est le témoin, et le rouge, c'est la lambda cyalotrine, c'est une péritrénoïde. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la courbe du dipel suit la même évolution que la courbe du témoin, avec un petit décalage vers le bas, ce qui est normal, parce que comme on a éliminé des teignes, on a forcément diminué la quantité d'auxiliaires qui se nourrissent des teignes. Mais les deux courbes évoluant dans le même sens nous montrent clairement que le BT, hormis son efficacité sur le ravageur, n'a pas d'influence négative ou extrêmement limitée sur les auxiliaires. Et ce point-là, il va être confirmé par ce que je vais vous aborder un peu plus loin. Premier point, sélectivité des BT vis-à-vis des pollinisateurs et des abeilles. Nous sommes sélectifs des pollinisateurs, abeilles incluses. Par contre, nous avons la phrase, nous obéissons à la réglementation générale sur les insecticides qui font qu'en période de floraison, pour les insecticides qui sont sélectifs des pollinisateurs, leur utilisation n'est autorisée que le soir, 2 heures avant le coucher du soleil, jusqu'à 3 heures après le coucher du soleil. C'est la seule fourchette dans laquelle, au moment de la floraison, par voie réglementaire, vous avez le droit d'utiliser les insecticides sélectifs des abeilles, des pollinisateurs. En plus, comme les insecticides, et le BT fait partie de ces insecticides-là, sont relativement affectés par les UV, il vaut mieux, en traitant le soir, vous êtes moins exposé que quand vous traitez le matin, vous gagnez une journée d'exposition aux UV. Quand on regarde le profil de sélectivité des BT vis-à-vis d'une longue liste d'auxiliaires, vous voyez qu'en vert, on est non toxique sur une très longue liste d'auxiliaires, et il n'y a que quelques auxiliaires qui sont légèrement affectés par du BT. Autre point non négligeable, c'est que les BT, à peu près tous les BT, sont utilisables en agriculture biologique et ce sont également des produits de biocontrôle. Facilité d'utilisation. Alors pour le BT, il faut appliquer sur les jeunes larves, de préférence, sur les jeunes chenilles. Évidemment, s'il vous plaît, soignez votre couverture. Comme je vous ai dit, les BT, ce sont des insecticides strictement de contact. Ils ne diffusent pas, ils ne sont pas systémiques, etc. etc. Donc, de la qualité de votre pulvérisation dépendra votre résultat. Si votre pulvérisation est parfaite, vous aurez un très bon résultat. Si vous avez une pulvérisation de mauvaise qualité, les BT ne vous seront pas d'une grande utilité.
Nous avons la possibilité avec, et ça c'est variable en fonction des spécialités, le litrage de bouillie, vous pouvez jouer sur, en fonction des spécialités, vous pouvez jouer sur le litrage de bouillie, ce qui peut être important notamment quand vous avez des oliviers extrêmement développés, pouvoir monter son litrage de bouillie permet une meilleure couverture. Avec notre spécialité, nous sommes limités à 3 applications par an. Un point important, il faut maintenir le pH de la bouillie entre 4, 5 et 8. Donc, ça vous fait une plage importante. Dans certains cas, vous avez des eaux qui sont franchement calcaires. Vérifiez bien que vous n'avez pas des eaux trop calcaires qui dépassent le pH de 8 parce que là, ça commence à venir perturber l'efficacité des BT. Si vous pouvez appliquer le soir, c'est préférable. Attention, ne sont protégés que les organes qui ont été directement touchés par le BT. Donc, chaque fois que vous avez une croissance, chaque fois que vous avez des nouvelles fleurs qui apparaissent, eh ben, si vous ne les avez pas traitées, elles ne sont pas protégées. Tenez compte pour l'intervalle entre traitement de la température, parce que quand la température monte, les cycles raccourcissent. Donc, il faut gérer son renouvellement aussi en fonction de la température. Et attention, les précipitations, s'il pleut juste après un traitement, bien évidemment, il faut le renouveler. Et ensuite, quand dans le sud, on peut quand même avoir des précipitations importantes. Et là, il est absolument nécessaire de les renouveler parce qu'une précipitation importante, ben, votre traitement, il faut le renouveler tout de suite. Il ne servira plus à rien parce qu'il sera lessivé par la pluie. En termes de facilité d'utilisation, 6 heures après votre traitement, vous pouvez rentrer dans le champ à nouveau. Et votre délai avant récolte est de 3 jours. Autre point, la stabilité au stockage. Notre BT est garantie 3 ans de stabilité au stockage. C'est-à-dire que vous pouvez le garder dans votre... À partir du moment où il a été produit, il reste 3 ans en gardant son efficacité. Au-delà, on ne peut plus la garantir. Voilà. Merci de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Monsieur Armango. Donc, effectivement, il y a pas mal de questions et il y a mon collègue Arnaud, que vous n'avez pas vu tout à l'heure, qui vient d'apparaître, qui va m'aider un petit peu à les poser. Effectivement, bon, parce qu'il y a 2 endroits où il y a eu des questions posées. Il y a sur la zone questions-réponses, mais il y a aussi sur la zone discussion. Donc, on va essayer avec Arnaud un peu de répondre, de vous faire répondre en tous les cas à toutes les questions. La première, et puis tu prendras la suite et on alternera, Arnaud, l'un avec l'autre. La première question qui concerne le BT directement, mais après, il y aura d'autres questions qui reviennent sur d'autres sujets. Il y a des questions sur la durée de rémanence de l'application, sur le lessivage des BT, quelle quantité de pluie. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments à ce propos, Monsieur Armango? Voilà. Et moi, j'en rajoute une à titre personnel. Quand vous parlez de conservation du produit 3 ans, est-ce que c'est une conservation de 3 ans produit jamais ouvert, ou est-ce que c'est une conservation de 3 ans une fois que vous avez ouvert le produit, la bouteille, qu'elle est plus scellée, voilà. Et quelles sont, quand vous dites 3 ans, les conditions de conservation? Est-ce qu'on est bien sur du 25 degrés, ce qui est assez difficile dans les locales phyto, dans un certain nombre d'exploitations. Donc, est-ce que cette durée de 3 ans, elle correspond bien à… Est-ce que c'est uniquement à 25 degrés ou est-ce qu'on peut monter à des températures beaucoup plus importantes? Alors, pour répondre à tout ça, pour les durées de conservation, nos durées de conservation, elles sont mesurées emballage fermé, scellé. Dès que l'emballage est ouvert, je ne peux plus vous garantir 3 ans parce qu'il y a plein d'autres facteurs additionnels qui viennent perturber le stockage. Il y a des phénomènes d'humidité, de choses comme ça. Donc, dès que l'emballage est ouvert, il est ouvert. Il vaut mieux l'utiliser dans un temps raisonnable, mais je ne vous garantirai pas emballage ouvert 3 ans de stockage, ça c'est sûr. Pour le stockage, je dirais que les stockages sont dans des conditions correctes. Quand vous avez un hangar de stockage, un local de stockage qui monte à 40, comme parfois j'ai vu, 40 ou plus, là, je ne peux pas vous répondre. Sur un local de stockage qui reste dans une température
normal. Normal, ça veut dire 20, 25, 30, etc. Ça va. Si vous avez un local de stockage qui va passer tout l'été à 45 ou 50 degrés, je ne suis pas capable de vous répondre dans ce cadre-là. Parce qu'au-delà d'un pic de température, ce qui compte aussi, c'est la durée d'exposition à de fortes températures. Et si vous avez un jour un pic de température au-delà de 30 degrés, ce n'est pas grave. Si vous avez tout votre été où votre local de stockage est sous une tôle et tous les jours, vous êtes à 45 ou 50 dans votre local de stockage, là, je ne garantis plus de rien. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile de vous répondre précisément. Il faut voir chaque endroit. Voilà. Pour ce qui... ça, c'était pour le stockage. Vous m'avez posé l'autre question, excusez-moi, c'était... Vous m'avez posé deux questions, une sur le stockage et le lessivage. Je vous ai posé une question le lessivage. Sur le lessivage. Alors, pour le lessivage, c'est la question à laquelle il est le plus difficile de répondre. Parce que le lessivage dépend aussi de la pluie qu'il y aura. Si vous avez 20 mm d'eau qui tombe en demi-heure, il ne se passera rien. Si vous avez 20 mm d'eau qui vont tomber pendant 3 jours, mais il ne va plus rester grand-chose. Et pourquoi? Parce que pour qu'un produit soit lessivé, il est sec sur la feuille. Pour qu'un produit soit, à condition qu'il est bien séché sur la feuille. On part d'un produit qui est une feuille bien sèche, le produit a été piqué, tout est bien sec. La première action qui va avoir la pluie, ça va être de remettre le produit en dissolution. Et ça prend un certain temps. Et ensuite, il va y avoir l'action de lessivage. Si vous avez 20 mm d'eau qui tombe pendant 2 jours, vous avez, je veux dire, pendant quelques minutes, la dissolution du produit à la surface. Et après, comme il continue de pleuvoir, vous allez avoir un lavage du produit d'excellente qualité. Il ne va absolument rien rester. Si vous avez une pluie courte, intense mais courte, normalement, si le produit est bien sec, vous ne devez pas avoir un lessivage significatif. Ok. Comme on a quand même déjà dépassé le temps, on va vous poser un peu de questions. Si c'est possible, Monsieur Armango, et je suis désolé de vous le demander, d'essayer d'avoir des réponses un peu courtes pour qu'on puisse poser un maximum de questions. Donc, il restait une dernière question sur la rémanence de l'application entre le moment où j'ai appliqué et le moment où je dois renouveler mon application. 5-10 jours. 7 à 10 jours. 7 à 10 jours. Arnaud, à toi, à poser quelques questions. Oui. Vous m'entendez bien, c'est bon? Très bien. Oui. Ouais, ok. Petite question de définition. En fait, donc il y a une personne qui s'est demandé quelle était la matière active du BT, si c'était la bactérie ou la toxine. C'est la toxine. Toxine et spore. Voilà. Réponse rapide. Et également, si vous pouvez revenir rapidement sur la résistance croisée. Puisque, donc, alors, résistance croisée, je vais vite à la diapositive. Personne qui se demande ce que c'est. Résistance croisée, ah oui, d'accord. Alors, résistance croisée, c'est vous avez des insecticides avec des modes d'action différents et l'insecte développe une adaptation qui lui permet de contrôler plusieurs insecticides avec des modes d'action très différents. Classiquement, c'est des mécanismes de détoxification. Et je dis un exemple au pif qui est pris au hasard, juste pour que vous compreniez. Une détoxification des péritroïdes va être également efficace sur le méthoxyphénoside. Parce que l'insecte va détruire la structure chimique de la molécule. Et ça, c'est lié à la structure chimique de la molécule et pas au mode d'action de cette molécule. Et ça vous donne des résistances croisées avec des groupes d'insecticides qui n'ont rien à voir. OK. Merci. Alors ensuite, deux questions qui concernent la nécessité d'utiliser des mouillants et la possibilité éventuelle avec le BT de le coupler par exemple avec des engrais foliaires, par exemple du bore, puisque souvent en période d'application du BT, on doit aussi appliquer du bore. Est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport à ça, si ce n'est, je me permets de le dire, peut-être les aspects pH? Alors, vous avez déjà les aspects pH, vous avez les aspects cuivre. Attention à tout ce qui contient du cuivre avec les BT, ça ne fait pas nécessairement fort bon ménage. Alors, on ne sait jamais si c'est de l'incompatibilité biologique ou des phénomènes de pH, mais bon, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et ensuite, il faut demander parce que ça va dépendre de chaque spécialité et des tests qu'on a fait par rapport à chaque spécialité.
Et par rapport aux adjuvants? Et par rapport aux adjuvants, ben là, ça dépend aussi des formulations qu'on a et de leur performance et du ravageur. Sur la teigne de l'olive, je n'ai pas connaissance d'amélioration significative liée aux adjuvants, mais j'exclus pas. Arnaud? Oui, je voulais juste dire qu'il y avait pas mal de questions qui ont été résolues suite à la présentation, notamment sur la biodiversité, etc. Et il y a une dernière question, enfin pas une dernière question, mais une question qui concerne la dangerosité pour l'homme. Alors, il n'y en a pas. Je vais vite, il n'y en a pas. Le seul truc que vous puissiez avoir, c'est parfois des réactions d'irritation. Mais ça, c'est tout ce qui est je dirais que c'est un peu tous les produits qui peuvent, à un moment ou à un autre, présenter des phénomènes d'irritation de la peau. Et sinon, le BT, ben, ne cherchez pas à empoisonner la belle-mère avec, parce que vous y reviendrez pas. Ok. Puisqu'on parlait de conservation, peut-on conserver par exemple le BT dans un frigo, dans une chambre froide pour pouvoir le conserver d'une année sur l'autre? Vous n'avez pas besoin de le mettre au frigo ou dans une chambre froide. Si vous le mettez dans une pièce qui ne monte pas trop en température, c'est bon. Une pièce à ambiance normale qui ne monte pas trop en température, du BT, il n'y a aucun souci. Emballage fermé. Si vous le mettez au froid, attention, si vous mettez une bouteille que vous avez ouverte, il fait 35 degrés, vous l'avez ouvert à 35 degrés, vous la refermez, vous la mettez au frigo, il va y avoir de la condensation dedans. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des bonnes solutions. Ok. Très bien. Alors, j'ai une question qui vous concerne un petit peu, mais également Caroline, qui concerne les réinfestations provenant de l'extérieur, puisque certaines personnes, et puis je sais que M. Armango, on en a discuté tout à l'heure, effectivement, il y a certaines personnes qui constatent qu'ils ont traité au BT, que les voisins n'ont pas traité au BT et que malgré leurs applications, ils ont eu beaucoup de dégâts. Est-ce qu'effectivement, on est sur un insecte qui est très mobile avec des risques de réinfestation provenant des parcelles extérieures qui potentiellement n'ont pas été traités? Caroline, est-ce que tu as des éléments? Et puis, bien évidemment, M. Armango complétera sur la partie efficacité, bien évidemment. On ne t'entend pas, Caroline? Oui, je pense que peut-être tu peux mieux répondre à cette question que moi. Après, oui, la teigne vole et a une capacité de déplacement supérieure à une seule parcelle. Après, souvent, sur un même domaine, la teigne préfère certaines parcelles que d'autres, mais on n'a pas les éléments, enfin moi, je n'ai pas les éléments explicatifs. Ok. Monsieur Armango, on en a parlé un petit peu ce matin, justement sur des problèmes d'efficacité de BT relevés par certains producteurs et qui peuvent être potentiellement dus plutôt à des réinfestations et à des manques de renouvellement de la protection sur les parcelles concernées. Ça va être lié à la taille de vos parcelles également. Si vous avez plein de parcelles d'un seul tenant et que vous les protégez correctement, vous risquez rien des réinfestations parce que vous avez bien protégé toutes vos parcelles. Si vous êtes très morcelé avec des petites parcelles entourées de voisins qui ne font pas le boulot, là oui, vous avez un risque. Et c'est ce dont je vous ai parlé aussi dans les essais. On fait attention à bien se mettre dans des vergers qui sont correctement entretenus dans nos essais pour ne pas avoir le bilan de notre travail détruit par les réinfestations depuis ce qu'il y a autour. Voilà. Et d'une génération sur l'autre, oui, il y a des réinfestations. Arnaud, une ou deux questions encore, et puis je pense qu'on va peut-être mettre un terme au webinaire. On fera juste un petit résumé peut-être pour clore ce webinaire. Et bien évidemment, comme l'a dit Caroline, on reste disponible pour échanger. Il y aura le webinaire sera disponible en replay sur le site de France Olive. Voilà, les présentations aussi seront disponibles et diffusées sur le site de France Olive. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Arnaud, que tu as vues sur les deux? Oui, tout à fait. Alors, ça concerne plus Caroline, mais il y a une question sur Gestolive, sur comment se connecter à Gestolive. Alors, pour se connecter, il faut qu'on vous crée un compte. Donc, vous m'envoyez un mail. Et par contre, sans compte, c'est-à-dire sans connexion, donc vous tapez Gestolive sur Google, vous pouvez visualiser les cartes de piégeage mouche et teigne. Et si vous voulez un compte, en fait, les personnes qui ont un compte, c'est parce qu'ils piègent, ce sont des piégeurs mouches et des piégeurs teignes, donc ils saisissent des observations.
Ok. D'ailleurs, à ce propos, il y avait une autre question qui concernait l'approvisionnement. Où est-ce qu'on peut trouver des pièges à phéromones pour la teigne? Alors, là, je répondrai, déjà, c'est à mon avis un petit peu tard, hein. Effectivement, nous, on en a testé dans le cadre du réseau des techniciens, mais effectivement, on mettra à disposition pour les années futures des liens pour commander du matériel avec le piège et les phéromones. Après, il y en a disponibles chez un certain nombre de vendeurs de matériel de monitoring que certains connaissent déjà, mais on pourra les mettre sur le site de France Olive. Une petite dernière question sur les traitements et puis après on fera un petit point final. Ça concerne donc le côté volume de bouillie et concentration des produits. Si on traite à bas volume, 100 à 200 litres hectare, est-ce qu'on reste sur les mêmes concentrations ou est-ce qu'on doit réduire les concentrations? Non, si vous traitez à bas volume, il va falloir vous augmenter la concentration pour apporter suffisamment de BT pour que ce soit efficace. Parce que si vous traitez à bas volume, vous apporterez pas si vous respectez la concentration, vous n'allez pas apporter suffisamment de BT et là, vous allez avoir un sacré échec de traitement parce que vous allez diminuer la quantité d'insecticides apportés par unité de surface par des facteurs de 2, 3, 4, voire 5 en fonction de votre bas volume. Donc, je pense qu'on fait allusion certainement à des appareils de traitement style KVH qui permettent d'avoir une bonne application avec des volumes de produits appliqués beaucoup plus petits qu'avec des pulvées, des atomiseurs ou des pulvées à jet porté. Et là, il vous faut augmenter la concentration parce que sinon, il n'y aura pas assez d'insecticides. Ok, donc je vous propose de clore ce webinaire. Juste pour rappeler, parce qu'on a fait un petit bilan avec M. Armango, bien évidemment, essayer au maximum de cibler les stades des chenilles les plus jeunes pour optimiser l'efficacité du produit. Plus les stades sont jeunes et plus le fait de consommer du produit, ça va permettre de tuer la chenille. Deuxièmement, améliorer la qualité de votre application, qui est un facteur important dans l'efficacité du produit. Vous me coupez, M. Armango, si je dis des bêtises. Préférer les traitements le soir. De toute façon, on a des obligations réglementaires aussi en période de floraison notamment. Renouveler vos applications. Une application de BT ne permet pas de couvrir la totalité de la période de présence des teignes sur les parcelles, d'autant plus que, comme vous le savez tous, on a aussi une diversité variétale avec des diversités de stades de floraison. Donc, il est souvent nécessaire de renouveler ces applications. Donc, toujours pareil en fonction de la réglementation et des produits utilisés. Faites attention donc au pH de votre bouillie. Est-ce que vous voyez d'autres éléments à apporter? Oui, Caroline, excusez-moi de vous interrompre. Il y a un point qui est capital aussi. Ne cherchez pas à lutter avec du BT sur des chenilles qui vivent à l'intérieur des feuilles. Ça ne marchera pas. Il faut absolument que ce soit sur un stade qui soit extérieur, en surface. On a eu des questions là-dessus, mais on n'a pas donné suite avec Arnaud parce qu'effectivement, vous aviez apporté la réponse. L'utilisation des BT sur la génération philophage n'a pas d'impact. Donc, ce n'est pas la peine de traiter sur cette génération-là. J'ai vu aussi passer quelque part l'impact de la génération philophage sur, et ça va être peut-être Caroline peut y répondre, mais sinon j'y répondrai, l'impact des générations philophages, parce qu'on a vu dans ta présentation qu'on avait observé des dégâts de l'ordre de 70% de feuilles minées, et certaines personnes posaient la question de cet impact sur la photosynthèse des arbres et donc la nécessité de traiter au préalable. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Caroline? Oui, en fait, quand je parle de dégâts sur feuilles, pour simplifier, en fait, ce qu'on mesure, c'est le pourcentage de rameaux attaqués. Donc, en termes, même si on a 70% de rameaux attaqués, ça ne veut pas dire une grosse surface foliaire attaquée et du coup une grosse photosynthèse en moins. Ça ne veut pas dire ça. Donc, je pense que les impacts sont minimes sur la photosynthèse. Merci. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. On n'hésitera pas de toute façon à renouveler cette opération webinaire sur la teigne l'année prochaine quand on aura un peu plus de données sur notre observatoire. On reste bien évidemment disponible pour toutes les questions et comme je vous ai dit, on diffusera les présentations.
Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Et normalement, il est prévu de faire un webinaire sur les maladies du feuillage. Donc, c'est Arnaud qui sera à la manœuvre. Voilà, et qu'on fera certainement sur la période fin août, début septembre, là, sur le début de la nouvelle période à risque. Et là aussi, on vous présentera tout un tas d'éléments, d'essais, d'observatoires qui ont été mis en œuvre par France Olive pour essayer d'apporter des réponses aux questions que se posent les oléiculteurs. Voilà, je vous remercie à tous. Passez une bonne soirée et un bon week-end. Merci.